Eh bien, bonjour à tous, bienvenue pour le webinaire EduRénov sur l'école idéale, histoire de construction et de rénovation. On va passer 1 heure ensemble pour parler de l'histoire de la construction des bâtiments scolaires en France et J'espère bien, je réfléchir laisse à des un téléphone au solutions micro parce qu'il de me dit non, je suis rénovation désolé, mais bon, qui soient adaptées à en ces fait, ça différentes me typologies déconne. architecturales. Alors, il y a un En son fait, qui c'est est tout, hein, activé. ils ont Attention à pas eu le vos choix, en micros, fait, s'il vous je me plaît. dis, c'est la première fois qu'on finit aussi tard. Ah, voilà, j'ai désactivé les micros. Bienvenue à tout le monde. Donc, moi, je me présente Maxime Loch, je travaille sur le programme EduRénov. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir trois intervenants pour le webinaire d'aujourd'hui. Donc, Yolaine Poffichet, vice-présidente au Conservatoire national de l'Ordre des architectes, donc le CNOA. Laurent Janin, qui est maître de conférence à l'Université de Cergy, qui a fait de nombreux travaux sur l'histoire de la construction des écoles. Et Vendry Marché, qui est architecte à l'atelier Senzo et qui a été commissaire de l'exposition L'école idéale. Donc, un grand merci à nos intervenants d'aujourd'hui. Donc, on passe 1 heure ensemble. On garde un quart d'heure de questions-réponses à la fin. Donc, si vous avez des questions, vous pourrez les poser à la fin aux intervenants, mais vous pouvez aussi les poser au fil de l'eau, dans le fil de conversation. On essaiera d'y répondre, vous apporter des éléments, voilà, pendant les présentations pour répondre à vos questions le plus rapidement possible. Je commence, moi, une petite intro pour vous représenter du Rénov et très rapidement, on passe la main à nos intervenants. Donc voilà, donc moi je m'appelle Maxime Lox, chargé de projet communauté du Rénov. Je m'occupe notamment de l'organisation des webinaires et du Rénov et de la valorisation des projets qui ont rejoint le programme EduRénov de la Banque des Territoires. Donc la Banque des Territoires a lancé il y a 2 ans un programme d'accompagnement des collectivités, donc le programme EduRénov, qui a un seul objectif, c'est de faciliter pour les collectivités la rénovation des bâtiments scolaires. Ça part d'un constat très simple, c'est qu'en France, il y a 50 000 bâtiments scolaires, au moins 50 000 bâtiments scolaires, et il faut les rénover. L'éducation nationale estime qu'il faut rénover 40 000 bâtiments sur les 50 000 existants. Et nous, notre objectif interne, ce serait de pouvoir accompagner 10 000 projets, donc une petite partie de ces bâtiments-là, mais tout de même un gros chiffre. On voudrait accompagner 10 000 projets qui viseraient au minimum 40% d'économie d'énergie, donc alignés avec les objectifs du décret tertiaire. Et pour ça, on a des moyens à disposition. Donc, c'est des moyens notamment financiers. Donc, en tant que Banque des Territoires, on peut exploiter une partie de l'argent qui est sur les livrets A. Donc, si vous avez un livret A, merci à vous. On peut utiliser une partie de votre argent pour le prêter aux collectivités pour des prêts à long terme pour rénover les écoles. Donc, on a 2 milliards d'euros qui sont fléchés spécifiquement sur la rénovation des écoles. Et on a aussi une poche d'argent qui est dévolue au financement de l'ingénierie. Donc, on peut financer des études d'ingénierie directement pour les collectivités. Donc, 50 millions qui sont prévus pour faire ça. Le programme EduRénov qui existe depuis 2 ans est un programme partenarial. Donc, on travaille avec de nombreux partenaires différents, les ministères, des acteurs professionnels, dont le CNOA, donc, que je remercie pour d'être présent aujourd'hui, d'être partenaire de cet événement, co-organisateur, et beaucoup d'acteurs aussi de conseils locaux, les ALEC, les CAUE, mais aussi des privés qui, voilà, l'idée c'est de rassembler l'ensemble de l'écosystème de la rénovation pour avancer sur ces sujets. Ce qu'on propose comme accompagnement pour les collectivités, c'est 3 gros morceaux: des ressources, pouvoir voilà, savoir quoi faire, de l'ingénierie pour pouvoir financer des études spécifiques pour pouvoir vraiment avancer sur le projet, et ensuite du financement. Donc, c'est les 3 blocs d'accompagnement du programme EduRénov: ressources, ingénierie, financement. On fait des retours d'expérience, donc vous pouvez retrouver des fiches de retours d'expérience. On en a plus d'une centaine, et des vidéos qui expliquent un peu des projets avec des retours d'expérience très concrets. Et donc sur l'ingénierie, on peut faire réaliser pour vous différentes études. Ça va du schéma directeur aux audits énergétiques, aux audits fonctionnels et aussi aux audits financiers pour voir les capacités de financement que vous avez. Si vous êtes intéressé par ça, n'hésitez pas à me contacter. On peut donc financer pour vous à 100% des études d'ingénierie en lançant des bons de commande à des prestataires qu'on a déjà recrutés. Donc ça, c'est vraiment pour vous faciliter la vie, pour vous aider à avancer sur des projets. Et le troisième morceau, donc, c'est du financement. Donc, on peut faire des prêts sur du long terme. On a un prêt qui
qui est dédié à la rénovation des bâtiments scolaires, qui s'appelle Les Duprêt, et qui est calé sur le taux du livret A, plus une marge de 0,5%. Donc actuellement, le livret est à 1,7%, plus 0,5. Ça fait des prêts à 2,2% sur des durées qui peuvent aller de 20 à 60 ans. Pouvoir étaler un investissement important, c'est assez intéressant. Je ne serai pas plus long sur cette partie. Merci pour votre attention. Je passe tout de suite la parole à Yolène Potichet, vice-présidente du CNOA. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Donc, effectivement, je suis vice-présidente du Conseil national de l'Ordre des architectes et je suis aussi et avant tout architecte. Je suis ravie d'être avec vous ce matin. C'est vrai que l'Ordre des architectes a pour mission de préserver et de promouvoir la culture architecturale et de veiller aussi à la protection des usages. Nous sommes sous tutelle du ministère de la Culture et en ce sens, nous avons aussi conscience de l'importance de la rénovation énergétique du bâti scolaire en général. Euh, En fait, l'Ordre des architectes a travaillé en lien avec Rénov' pour accompagner justement les collectivités locales à la rénovation énergétique des bâtiments scolaires. Et donc, nous avions l'année dernière établi un fascicule que je vous mets dans le lien pour que vous puissiez le télécharger. Et ce fascicule a pour objectif d'accompagner les collectivités dans la démarche de la rénovation de leur bâti scolaire. C'est vrai que souvent le bâti scolaire, on sait que ça anime la vie locale des collectivités. On sait que c'est aussi le principal poste de consommation d'énergie d'une commune et que engager sa rénovation peut aider à baisser les consommations d'énergie et les émissions de carbone notamment. Pour autant, ce n'est pas uniquement l'objectif des rénovations. Et souvent, quand on engage des travaux, c'est bien l'occasion de repenser le bâti scolaire parce que depuis l'époque où il a été construit, eh bien, les besoins ont évolué, les besoins des personnels encadrants, les besoins des élèves. Et tout ça est une question notamment d'usage qu'il faut prendre en compte dans une vision globale pour pouvoir mener à bien ces rénovations. L'enjeu principal, c'est bien de réhabiliter ces bâtiments de manière durable dans le temps, de ne pas y revenir dans 10 ans, et donc d'anticiper peut-être aussi tous les usages qui pourraient être annexes en dehors de l'utilisation du bâtiment scolaire. On sait qu'aujourd'hui, la mutualisation des programmes peut aussi apporter de l'usage au bâtiment et de la vie dans ces bâtiments et pas uniquement pendant les temps scolaires. Donc voilà, l'enjeu, c'est bien de voir la rénovation dans son ensemble. Ça peut être aussi l'occasion de renaturer la cour de l'école, de réouvrir sur l'extérieur certaines parties, de lutter contre d'améliorer le confort d'été, etc. Donc, il y a plein de choses qui peuvent être prises en compte et c'est effectivement l'occasion d'améliorer le bâti. Donc, dans ce fascicule, il y a tout un process qui permet de rappeler quelles sont les compétences qui sont nécessaires pour rénover le bâti, de dimensionner correctement votre projet en vous posant les bonnes questions, en partant du diagnostic, savoir comment est votre bâtiment aujourd'hui et qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire, et puis de sécuriser vos opérations. Voilà, donc je vous ai mis le lien dans le chat, comme ça vous pouvez le télécharger directement. Et je vais laisser la parole à mes confrères qui vont vous parler justement du bâti scolaire, de son histoire et de son évolution. Merci. Merci beaucoup, Yolène. Merci beaucoup. Et c'est vrai qu'une rénovation énergétique réussie, c'est pas qu'une rénovation énergétique, c'est une rénovation globale et le rôle des architectes est essentiel. Donc, merci pour ce mot. Et on passe du coup à la suite. Donc, Laurent Janin, qui est maître de conférence et co-auteur de l'étude Histoire et courants architecturaux du bâtiment scolaire, une nouvelle ère à venir à l'université de Cergy Université, qui va nous parler voilà, de l'histoire, notamment de la construction des écoles en France. Merci Maxime, merci Yolène. Alors, bonjour à tous et bonjour à toutes. En effet, le petit deal de ce matin, très court, hein, on va essayer de tenir 10 à 15 minutes, c'est de vous évoquer la problématique de l'histoire. Pourquoi vous évoquez la problématique de l'histoire? Parce qu'en France, on a quand même un patrimoine d'architecture scolaire très important qui a suivi
plusieurs évolutions dans le temps. Mais avant d'évoquer ce point-là, je voudrais quand même faire un petit point sur tout ce qui a sous-tendu et ce qu'on peut observer, nous, en recherche, en ce moment, pour introduire cette problématique historique. Dans un premier temps, le patrimoine historique fait appel à des rapports d'échelle, à des rapports de cycle. Qu'est-ce que c'est que ces histoires-là? C'est tout simplement, quand vous étiez juste après la loi Abi du collège unique en 1975, on s'est retrouvé à avoir des cycles de construction de collèges de manière très importante, cycles aussi relativement très longs. On s'est retrouvé quand on était dans les années 60 dans la problématique de massification d'écoles, avec justement une volonté, une nécessité de pouvoir accueillir beaucoup de monde. Donc vous voyez bien que dans cette problématique de rapport historique, petit bout par petit bout, plusieurs éléments d'influence, les rapports à la société, les rapports à l'innovation pédagogique, les échelles euh, euh, d'élèves présents, les échelles aussi territoriales, les échelles d'organisation territoriale et les cycles de transformation, d'évolution. Ce que nous, on a pu observer de plus en plus, c'est qu'on se retrouve aujourd'hui vers un déséquilibre de tous ces rapports qui se déconstruit, qui vous met, que ce soit les collectivités ou que ce soit les collègues, là je vois, des CAUE ou autres, dans une perspective quand même de tension forte. Et cette tension forte, elle devient de plus en plus compliquée. Et donc, ce type de programme, avec, comme l'a présenté Maxime, avec la possibilité d'ingénierie, et pour nous, puisque je suis titulaire d'une chaire de recherche sur le sujet de l'architecture scolaire, qui a été inaugurée avec également l'appui de la Caisse des dépôts et consignations en 2015. Et déjà, il y a plus de 10 ans, on était dans cette perspective avec le premier lab de la CDC sur la rénovation des bâtiments. On était déjà dans une perspective de se dire, attention, on va être à un moment donné dans une tension factuelle entre les besoins, comme le vient de l'évoquer Yonen, les transformations structurelles de la société, rénovation climatique, transformation des usages, nouvelle urbanisation de la ville, démographie et évolution démographique. Et donc, ça va nous amener de tension. L'histoire nous en a appris beaucoup. J'aime souvent rappeler ces deux éléments-là de l'histoire qui faisaient partie des cahiers des charges de la construction des bâtiments scolaires. En 1882, un bâtiment scolaire devait permettre de bien respirer, bien voir, bien entendre, et savoir se situer dans le cycle de la nature et se déplacer souvent et aisément. On voit qu'on reste encore dans ces problématiques-là. Et vous voyez bien que dès le départ, le bâtiment scolaire, au-delà d'être un bâtiment rempart de la société civile, était un bâtiment où on y vivait de l'expérience, on y était bien, on y travaillait, on était en capacité d'être ancré dans un sol pour pouvoir faire appel à tous ces dispositifs cognitifs. 1973, prémisse de la loi Abi, et c'est la loi Abi, donc je rappelle sur le collège unique qui a posé, qui a mis en difficulté cette problématique de la circulaire d'égout, c'était de dire que en 1973, la nécessité d'une conception modulable du bâtiment, favorisant l'individualisation de l'enseignement, la pédagogie de soutien, le travail en équipe, le décloisonnement des classes et des disciplines, ainsi que l'ouverture sur le monde extérieur. Souplesse et flexibilité qui permettent aux enseignants et aux élèves de réorganiser leur environnement comme cela leur paraît souhaitable. 1973, circulaire d'égout, accord de toute l'alliance des communautés éducatives dans ces périodes-là, pour une nécessité de vivre dans les années 75, 80, 90, dans une nouvelle ère de l'architecture scolaire, et on arrive sur une contrainte de la loi Abi 2 ans après sur la massification des collèges, et on passe sur des établissements payrons et d'autres modules de structure, de construction des bâtiments sur des trames de 7,20 m, etc., etc. Ce qui fait que de plus en plus aujourd'hui, et on le voit bien, que ce soit dans le très beau document de la caisse de la caisse, hop hop hop, regardez bien, hop hop hop, panorama de l'école, peut-être que Maxime en parlera tout à l'heure. Ce qui moi nous intéresse là-dedans, au titre de la recherche, c'est quand on commence à regarder, et on voit très bien que chaque rénovation d'une école est un cas particulier. Et donc va être complètement mis en porte-à-faux le normatif, ce qu'on va devoir essayer de remettre en état, voire de transformer, voire de complètement innover, et ce qu'on va devoir faire au titre de la prise en compte du contexte territorial, du contexte de financement, du contexte de pérennisation, du contexte climatique, etc.
On se retrouve également totalement pris entre les perceptions d'un bâtiment construit, vécu, perçu, et les contraintes techniques et les contraintes environnementales. On se retrouve aussi, et peut-être que là, ici présent, des collègues sont dans cette perspective-là. Après le Covid, il y a eu un appel à manifestation d'intérêt sur un PIA, donc un plan d'investissement d'avenir de l'État pour questionner la forme scolaire, financé par l'État en accord avec les collectivités territoriales, des laboratoires de recherche et des équipes des rectorats, justement pour poser cette question. Donc on se retrouve avec comment investir, comme le disait Maxime, sur 60 ans, et comment, surtout, puisqu'on n'est plus dupe de ces transformations pédagogiques, pour certains, vous l'avez peut-être vécu, dans les années 2000, le numérique devait transformer l'école, on a dû commencer à mettre des éléments en place, le plan numérique François Hollande est venu poser la question de la restructuration de la forme scolaire. Aujourd'hui, post-Covid, on a vu des modalités d'hybridation de l'enseignement, on voit les crises climatiques, et donc on voit le paradoxe entre la pérennité d'un investissement sur 60 ans et la possibilité d'expérimenter. Ce que j'aime bien dans certains autres pays, comme on est sur le Chili avec des problématiques élémentales, on peut être sur des problématiques allemandes, on peut être sur des problématiques de pays du Nord, c'est le fait de pouvoir faire, c'est-à-dire se permettre le droit à l'erreur sous des conditions qui sont instables. On se retrouve évidemment avec des permanences, c'est-à-dire que la forme scolaire, qui a été déterminée par un sociologue Vincent en 1980, évoque qu'au départ, la forme était solide, c'est-à-dire que c'était un bâtiment, une structure, une salle de classe. Après, elle a été géométrique, c'est-à-dire trame des 7,20 m parce qu'on pouvait transporter ça dans des camions, on pouvait travailler de manière efficace. Maintenant, la forme scolaire, dans nos travaux à nous en recherche, elle devient limite liquide et canonique. Qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? Eh bien qu'en fait, même s'il est interdit, attendez, je fais pas de pub, faut pas qu'on remarque qu'elle peut-être. Voilà. Donc vous voyez, avec un smartphone, avec des outils numériques, avec de la délocalisation, avec la volonté de travailler en multigroupe, eh bien en fait, on se retrouve que l'école, elle est aussi bien dans le bâtiment scolaire qu'en dehors du bâtiment scolaire. Alors bien évidemment, pour les collègues avec qui je suis en train de parler ici, face à moi, vous avez peut-être dans les responsabilités ce bâtiment dur, cette structure. Sauf que pour l'éducation nationale, voire pour la société, l'apprentissage et la structuration même de la construction cognitive de l'enfant, elle se passe plus uniquement dans l'école, ce qui n'était pas le cas, par exemple, dans la loi Haby, où l'école était le sanctuaire de la construction du savoir et de la relation au savoir et de l'ascenseur social. Là, aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Donc on voit bien avec mes collègues australiens, mes collègues québécois ou mes collègues anglo-saxons, on commence à dire, attention, on est vers un système qui est proche du bord du chaos. Je suis désolé, je faisais de la physique et des mathématiques avant, donc c'est des choses qui moi, m'intéressent. C'est tout simplement, quand on est dans une zone de déséquilibre, quand des particules, quand des fourmis, quand un système, quand une communauté est au bord, Je crois que c'est le chaos qui arrive là. un égantropie. L'entropie, c'est tout simplement le fait que on va générer de l'énergie, on va générer de l'activité pour essayer de revenir à un équilibre qu'on maîtrise. La négantropie, c'est tout simplement le fait qu'on va générer de l'énergie, toujours pareil, mais pour apprendre à s'adapter, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et donc, ce qui est intéressant, nous, au titre de la recherche, c'est de voir comment les éléments évoluent. Je donne par exemple vous avez peut-être entendu ça entre Noël et Nouvel An. Mes collègues australiens commencent à donner des passeports de migration climatique. Est-ce que vous savez que, par exemple, en Australie, il n'est plus question de construire une école avec une pérennité qui est supérieure à 10 ans? Parce que dans certaines zones, ils ont déjà anticipé le fait qu'il va y avoir des migrations climatiques et donc que cette école doit être, entre guillemets, durée de vie de 10 ans. On n'en est pas forcément encore là, mais on peut imaginer que des écoles dans le sud ou des écoles dans le nord ne suivent pas du tout les mêmes perspectives. Et donc c'est pour ça, c'est un contexte général qui évolue, mais quelle que soit l'histoire, on se retrouve avec ces 4 grands éléments, les conditions, les permanences, l'environnement et la problématique de, on va dire, de gestion de la communauté. Ce qui nous a amené à faire, avec des collègues architectes, ce qui nous a amené à faire cette frise que vous pouvez réutiliser, que vous pouvez travailler. Et vous voyez bien que qu'est-ce qui se passe dans cette frise? Vous voyez bien qu'en bas, on a mis tous les éléments, on va dire, sous la grande structurant au titre des circulaires, au titre des réformes, au titre de l'organisation technocratique. Vous voyez bien qu'en haut, on a mis toutes les considérations qui allaient commencer à se mettre en œuvre au titre de, cette fois-ci, du cadrage normatif. Et puis tout en bas, tout en gris, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Eh bien en fait, on a commencé à mettre, nous, en perspective, les évolutions des courants pédagogiques.
C'est-à-dire, comme évoqué tout à l'heure Yolène, alors moi je vais parler d'un point de vue besoin pédagogique, besoin d'ingénierie didactique. C'est-à-dire de comment on va pouvoir faire vivre l'expérience d'élèves, d'enseignants, dans la situation de classe, voire dans la situation bâtimentaire. Et donc, vous voyez bien qu'on a eu tout un système de périodes. Les maisons-écoles, l'explosion scolaire, l'hygiénisme, la massification, la restabilisation, la métamorphose. Et là, aujourd'hui, on se dit on va rentrer dans un nouveau cycle. Ce qu'on observe, nous, quand on s'est posé la question aussi en recherche, c'est que vous avez souvent des décalages. Et c'est naturel. Et c'est normal. Ces décalages-là et ces tensions-là, on va dire jusque dans le début des années 2000, à 2012-2015. En fait, ils avaient un temps très très long. Donc, comme le disait Maxime, que si vous vous engagiez sur un prêt de 40 ans, vous saviez au moins que votre école allait avoir une structure un peu commune pendant les 20-30 prochaines années. Aujourd'hui, je ne suis pas certain qu'on soit en capacité de pouvoir anticiper ce que sera l'école de demain dans 30 ans. Ce qui était le cas, par contre, quand on était dans la problématique de massification. On savait qu'il fallait qu'on accueille des gens. Dans la problématique de restabilisation, donc après la loi Abi pour les collèges, Perron, tram des 7,20 m, on savait qu'on allait avoir beaucoup d'élèves, quel que soit l'environnement, et qu'on allait devoir construire des bâtiments. Et tout le système industriel s'est mis aussi derrière, tout le système de financement s'est mis aussi derrière, comme il vient de se produire là. Comme vient de l'expliquer Maxime, et vous voyez qu'il y a déjà, dans la problématique qu'a évoquée Maxime en introduction, il y a des problématiques d'ingénierie. Et je sais qu'on va vous en parler juste après moi. Et donc, vous voyez bien que on est dans une articulation entre contraintes institutionnelles, cadrage technico-politico-organisationnel, et derrière, eh ben, l'évolution de la société et l'évolution des pratiques pédagogiques font qu'on se retrouve dans différents courants qui ont un impact fort. La classe de Freinet en 1967 est exactement la classe modulaire qui vous est présentée aujourd'hui. Il n'y a pas eu de changement. Par contre, le rapport que les élèves peuvent entretenir à l'école, le rapport que peuvent entretenir les parents à l'école, les déplacements, le niveau d'attention que les élèves vont n'est plus du tout le même. C'est-à-dire qu'il y a une structuration physique, cette fois-ci, non liquide, va se transformer à rencontrer des relations avec des élèves, des enseignants et toute une communauté éducative qui, elle, devient liquide et mobile. Et ce qu'on peut observer, donc c'est le transparent juste après, c'est que quand nous, en recherche, on commence à se poser la question de... Parce qu'on voit souvent, alors, aucune critique à ça, c'est un état de fait. On va innover pour transformer. On va innover pour répondre à une question sociétale. Alors attention, parce que nous, on peut découvrir, quand on analyse soit les travaux, soit les discours politiques, soit les discours de communication, on peut souvent voir quand même qu'il y a une différence derrière le rénover. Parfois, c'est de la rationalité créative, c'est-à-dire que, bah, avec l'existant, je vais quand même faire transformer ma cour de récréation, transformer mes espaces interstitiels, mes couloirs, parce que je sens bien qu'il y a quelque chose. Sauf que derrière, la loi et les normes sur les couloirs ne sont pas du tout les mêmes. La loi, la norme sur... Donc attention, cette rationalité créative, elle est intéressante pour engager une dynamique collective, mais attention, on sait qu'elle a très peu de pérennité parce qu'elle dépend des personnes qui sont présentes et qui, eux, vont prendre en compte la connaissance rationnelle et la créativité. Évidemment, l'innovation a été un mot d'ordre pendant plusieurs années, et encore aujourd'hui, pour être un vecteur de transformation et d'innovation de politique publique. Hein, on va faire du bottom-up, on va se renseigner sur, mais attention à ce que j'ai évoqué tout à l'heure, les cycles vont être excessivement importants, encourager, mettre en œuvre une transformation de cours de récréation avec des élèves de grande section qui vont, au regard du cycle de transformation des marchés publics, découvrir leur cours de récréation transformé uniquement quand ils seront en CE2 ou en CM1, peut-être pas dans un même établissement scolaire, peut amener frustration et autres, alors que la dynamique de rationalité créative avait été mise en place par un collectif, que ce collectif avait permis de pouvoir être actif, mais qu'au bout du compte, dans la perception, donc ça c'est les travaux de Lefebvre en architecture sur l'architecture perçue, l'architecture conçue, eh ben, on est un peu dans les éléments de frustration. Et également le potentiel créatif. On peut faire tout ça. Ce qui arrive, et nous on le voit aussi, c'est-à-dire que dans contacté comme collectivité, on est dans des problématiques d'évaluation. Alors je ne vais pas tout rentrer là-dedans, mais parfois on parle d'évaluation de la transformation du bâtiment scolaire. Alors il y a des choses quantitatives plutôt faciles, combien ça nous a permis d'économiser en termes de ressources,
Mais c'est plus compliqué quand on va commencer à travailler sur la problématique d'usage, parce qu'il va y avoir des temporalités excessivement longues. Et quand on va devoir chercher à libérer l'innovation au sens territorial, c'est-à-dire les enseignants avec les parents, avec la collectivité, à tous ces niveaux, pour transformer l'école et la repenser pour demain, voire quand on commence à faire de l'intercollectivité, c'est-à-dire que quand on pense plus école élémentaire et maternelle appartenant à une mairie, et par exemple collège appartenant à un département, mais qu'on pense patrimoine scolaire sur un même territoire, pour envisager des circulations, pour envisager du partage. Là, ça devient tout de suite plus tendu. Et pour terminer, si je ne dis pas de bêtises en essayant de ne pas avoir dépassé sur le temps, là, ça va aller très vite. Un tout petit Ce peu. qu'on voit totalement, c'est ces trois éléments-là. Première chose, vous avez, et probablement ceux qui sont présents ici le vivent au quotidien, un temps politique, qui lui est un temps linéaire, borné par des mandats, rythmé par des budgets. Il y a un temps institutionnel, organisé, procédural, calendar. C'est les réformes, c'est les programmes scolaires. Sauf que, si vous remarquez bien, depuis Jean-Michel Blanquer, en fait, le cycle de transformation de ces réformes institutionnelles et de ces programmes scolaires est beaucoup plus rapide qu'auparavant. Auparavant, on savait qu'on avait 4-5 ans. Depuis la fin de Najat Vallaud-Belkacem et François Hollande, qui sont excessivement beaucoup plus rapides. Le turnover va plus rapide. Et donc, vous voyez bien, déjà, première articulation de cycle et d'échelle qui n'est déjà pas du tout le même. L'expérience scolaire. Alors pour nous, l'expérience scolaire, elle se vit à 4 échelles. Première chose, elle est fractale. Fractale tout simplement parce qu'elle se décompose. Elle se décompose en micro-gestes, par exemple, l'intervention d'un élève en situation de classe ou la non-intervention d'un élève en situation de classe. On peut découvrir que ça va avoir un effet 3 semaines, 4 semaines après. Et donc, toute cette structuration macrofractale, elle va être absolument décorrélée de tout ce qu'on peut imaginer comme le temps politique, le temps institutionnel. L'élève, il n'apprend pas en fonction de rythme qu'on lui a imposé par le biais d'une organisation temporelle et spatiale qui est l'agenda, qui, elle, date de la massification des Wahhabis. On a trouvé cette problématique-là. Si on était en Angleterre aujourd'hui et si on était à Londres, l'agenda, c'est pas du tout le fait d'occuper de l'espace. C'est le fait de fréquenter du savoir à l'élève. C'est pas la même chose. Elle est non linéaire. Parce qu'en fait, comme tout élève et comme tout enseignant, parfois on est bien, parfois on n'est pas bien. Et donc, on se retrouve avec des circuits complètement distants du rapport au savoir relationnel. Parce que, je suis désolé, mais savoir, apprendre, ça se passe toujours de manière située et sociale. Que ça se passe à distance comme on est en train de le faire, ou que ça se passe physiquement dans une salle de classe, qu'elle soit solide, fermée ou mouvante. On le voit dans des mouvements comme la classe dehors, etc., qui réinvente ce qui se passait déjà dans les années 80, mais c'est juste le besoin de dynamique et d'une forme un peu plus liquide, un peu plus modulaire pour le fait de pouvoir retravailler la relation. Et également des problématiques d'effets différés. Et ce qui arrive, en fait, c'est que les processus d'apprentissage, eux, sont plus du tout structurés comme ils pouvaient être pensés dans les années 70-80, autant des Montessori, des Dewey, des Freinet et autres, qui ont structuré les écoles et les collèges de la loi Abi, qui ont repensé la massification, qui ont repensé des cahiers des charges et des structures en situation de classe, et éléments de classe, etc. Et donc, si on avait juste une petite conclusion à cet élément-là, quand on repense l'histoire, et c'est le slide juste après, quand on repense à l'histoire des bâtiments scolaires, ce qu'on découvre, c'est qu'il y a maintenant une migration dans... Alors, j'essaie de vous le traduire en français, mais avec mes collègues, on voit qu'on est en train de travailler sur des environnements dynamiques sains. Sains au titre de la santé, sains au titre du respect de l'utilisation des ressources pour la planète. Je vais essayer je vais essayer de vous le traduire comme ça. Et qu'en fait, c'est multifactoriel aussi. C'est-à-dire que pour qu'on soit dans un environnement, en français on va l'appeler EDS, pour qu'on soit dans un environnement dynamique sain, en fait il faut qu'il y ait des conditions de bien-être. Mais des conditions de bien-être subjectives et objectives. Et là, ça a été très documenté par la recherche. Mais le problème, c'est qu'il y a des choses qui vont dépendre de vous. Peut-être qu'il n'y a pas des gens de l'éducation nationale, ou peut-être qu'il y en a. Donc, vous, collectivité, vous, responsable du bâti, responsable de l'utilisation, ça va être ce qu'on va appeler les conditions scolaires. Dans quelles conditions je travaille? Dans quelles conditions ce bâtiment, qui est la première expression, moi en tant qu'enseignant,
de mon expérience et de mon identité professionnelle, dans quelles conditions je travaille, en termes de chaleur, de mobilité, de déplacement, de possibilités. Les relations sociales, ça, vous y êtes pour pas grand-chose, sauf que on découvre de plus en plus avec le courant nudge, c'est-à-dire, on va dire, la psychologie un peu plus positive, l'environnement qui conditionne des actes sociaux positifs, eh ben, on est de plus en plus dans une problématique où le bâti, la structuration bâtimentaire, on voit bien avec la cour de récréation, autant on les transforme pour des raisons climatiques, autant quand elles sont transformées pour des raisons climatiques et qu'elles sont repensées de manière à avoir des usages sociaux, à avoir de la déconstruction de genre, à avoir de la déconstruction sociale ou de la reconstruction sociale, on voit que les relations sociales changent totalement. Mais également le fait que l'éducation nationale, comment elle est en capacité, que ce soit pour l'élève ou que ce soit pour l'enseignant ou la direction, ou vous, collectivité, pour les personnels techniques et parfois administratifs des bâtiments, comment, dans ce bâtiment, je suis en capacité de m'épanouir personnellement. Et enfin, dans quel état de santé ce bâtiment m'a renvoyé. Et donc, on le voit dans cette perspective internationale, on rentre dans une nouvelle ère, on n'est pas capable encore de la définir, on est en train d'en définir des contours. Et la plus grosse difficulté pour moi, c'est cette dernière phrase, que je vais emprunter et que quelque part je vais tordre à Étienne Klein, philosophe des sciences, qui a beaucoup travaillé sur l'ingénierie du temps. Et en fait, je pense que la question qu'on se pose aujourd'hui, que moi je me pose, pardon, peut-être pas tout le monde, mais que moi je me pose, quand vous rénovez, quand vous transformez des bâtiments scolaires, et comme l'expliquait Yolène, pas uniquement d'un point de vue ressources climatiques, mais d'un point de vue usage, en fait, ça pose la question d'un cadre d'innovation aux sciences d'alliance territoriale, c'est-à-dire comment on va tous travailler ensemble, dans une perspective d'une politique éducative locale cherchant à orchestrer le temps et des temps, dans sa capacité à les assembler, les ajuster, les synchroniser, des temporalités qui ne s'accordent pas spontanément et dont on n'est pas capable, encore en plus dans l'avenir, de pouvoir définir comment elles vont s'articuler. Donc c'est un très gros challenge pour nous tous, en fait. Et je remercie Edurenov de nous avoir réunis et d'avoir pu justement évoquer cette problématique-là avec, vous voyez, différents points de vue, moi un point de vue pédagogico-organisationnel et de recherche pour évaluer ce qui se passe, et les collègues ici présents pour avoir ces différents points de vue et ces différentes structures. Merci, et je vais passer juste la main à Vendry Marchais, co-commissaire de l'exposition L'école idéale et l'architecte associé à l'atelier Senzu, qui vous en parlera bien plus mieux que moi, sans peut-être faire erreur. Écoutez, merci beaucoup Merci. et Merci à vous. à votre Merci, Laurent. disposition. Merci Laurent. Merci, c'était passionnant. Et la dernière slide fait très bien la transition avec mon propos. Très rapidement, je vais me présenter. Donc, Vendry Marchais, je suis architecte, cofondateur de l'atelier Senzu, donc agence d'architecture à Paris, co-commissaire de l'exposition L'école idéale qui se tenait récemment, donc de juin à octobre 2025, au magasin Généraux à Pantin. Exposition donc, qui a été produite par le pavillon de l'Arsenal, donc mairie de Paris, et les magasins Généraux BETC à Pantin. C'est une exposition qui nous a permis d'un point de vue architectural, mais aussi d'un point de vue artistique, puisque les magasins généraux s'attachent à la diffusion des nouvelles pratiques artistiques, à essayer de définir, avec un titre qui est un peu, pas pompeux, mais de définir ce que pourrait être l'école idéale. Et évidemment, l'école idéale n'existe pas, mais d'essayer d'en définir les contours et surtout d'essayer de donner une définition commune au grand public et d'essayer de vulgariser, d'expliquer au plus grand nombre en fait quels sont les enjeux de l'école en tant que bâtiment avec un point de vue d'architecte, donc qui s'attache à la construction de lieux et d'espaces, mais aussi à un double regard, celui d'artiste, peut-être un peu plus sensible. Alors pourquoi nous avons été invités à être co-commissaires de cette exposition? En fait, ça vient d'une expérience, donc c'est un peu une réaction à une expérience d'architecte que nous avons eue, un des premiers bâtiments publics que nous avons construit, qui est un petit pavillon dans le 20e arrondissement pour le groupe scolaire Le Vau, qui est collé au périphérique de la porte de Bagnolet.
Et en fait, tout simplement, ce pavillon est circulaire en opposition à la classe de Jules Ferry. C'est une extension, c'est un petit tiers-lieu dans l'enceinte scolaire, mais qui correspond à un besoin d'usage pour inviter les parents dans l'enceinte de l'établissement, mais en dehors de l'école à proprement parler. Et donc, nous, en tant qu'architectes, on a eu cette réaction de penser différemment l'espace. Et plutôt que de faire une salle rectangulaire avec la fenêtre à gauche, le premier rang, le dernier rang, etc., on a proposé un espace totalement circulaire. Alors, ce n'est pas forcément une salle de classe à proprement parler, c'est plutôt un pavillon pédagogique où s'opèrent différents usages, comme le café des parents, comme des cours de yoga, des concerts de musique aussi, mais également de l'enseignement. Et donc, en fait, on a créé ce petit bâtiment un peu sur cette intuition de proposer un espace différent. Et en fait, cette expérience nous a montré ce que pouvait offrir, ce que l'architecture pouvait offrir aux équipes enseignantes. Et donc là, on a vu une remise en cause de l'usage de ces espaces-là. On a vu une école qui s'est ouverte le week-end, le soir, etc. Enfin bref, on a senti que une architecture pouvait bouleverser un peu les attitudes et les habitudes des utilisateurs de l'école publique. Et donc, c'est là où on s'est dit, bah, peut-être qu'il y a une histoire à écrire, il y a une recherche à faire. Alors, évidemment, on n'a pas tout le savoir de mes confrères. À l'agence, on démarre, mais ce petit projet montre que l'architecture a à dire sur cette grande problématique qui est la définition de l'école idéale et puis l'adaptabilité de notre patrimoine scolaire. Et puis, c'était aussi l'occasion de mieux connaître aussi notre héritage, Jules Ferry, notre héritage de l'école construit dans les années 30, dans les années 50, dans les années 60, dans les années 80, puisque comme l'a dit Laurent, on s'oriente vers une adaptabilité au réchauffement climatique, une réparabilité du patrimoine, mais là aussi, cette question scolaire, elle s'aborde de manière collective. Les architectes ne peuvent pas travailler en silo, les mairies non plus, les enseignants non plus. Donc en fait, on s'aperçoit en regardant un peu dans le rétroviseur que il y a eu beaucoup de projets, notamment, Laurent l'a un peu évoqué dans les années 70, où il y a eu partage de connaissances pour créer de vrais objets architecturaux avec un vrai projet pédagogique derrière. Donc en fait, on s'aperçoit que c'est un peu l'affaire de tous, la question scolaire et la question notamment du bâti scolaire. Et en fait, cette exposition, donc très grand public, était aussi là pour voilà, ouvrir le maximum le savoir, partager des connaissances. Et donc, on a imaginé cette exposition comme une visite virtuelle, comme une séquencée, si vous voulez, à travers tous les espaces que compose l'école, donc avec différents chapitres. Le premier chapitre étant les abords, merci Maxime. Il y a une initiative parisienne qui s'appelle la rue aux écoles. C'est sur la slide d'après. Donc, c'est vraiment comment caractériser la ville à travers la multiplication d'espaces publics liés aux abords de l'école. Donc là, c'est le nombre de rues aux écoles à Paris. Il y en a à peu près 200. Et qu'est-ce que c'est la rue aux écoles? C'est on coupe la circulation et ensuite on pacifie la rue, on la piétonise, on la végétalise et on la rend aux enfants. On sait, il y a de nombreuses études sur le fait que l'espace public n'appartient plus aux enfants. Et là, l'idée de ce projet, c'est vraiment de permettre de caractériser l'espace public qui borde les écoles. Et donc ça, vous répétez ça fois 200, fois 500, le nombre d'écoles primaires à Paris, c'est quand même tout l'espace public, enfin une grande partie de l'espace public qui s'améliore. Et c'est une manière aussi de pacifier l'espace public et de parler aussi d'écologie. On n'oppose pas de manière caricaturale les SUV au vélo. On parle d'écologie, mais à travers d'autres vecteurs, à travers celui de l'usage des enfants. Et vu qu'il y a 200 quand même rues aujourd'hui, on s'aperçoit que ça fonctionne d'arriver de manière collective à parler d'écologie au niveau de l'espace public. Ensuite, le second chapitre était destiné à parler de la forme. La forme, vous savez, en architecture, la forme et la fonction, c'est deux grandes thématiques très importantes. Et donc là aussi, c'était le moment de parler de la forme scolaire et de poser la question et d'ouvrir le débat. Pourquoi
Pardon? C'est-à-dire que ce week-end, c'est mort. Enfin, Ah, ça ne m'était pas destiné. Non, j'ai Euh, désactivé les micros, c'est bon. Donc là, des élévations d'une école Jules Ferry qu'on connaît tous, calquée sur le modèle de la caserne, avec une circulation à gauche, une salle de classe, avec la fenêtre à gauche, le grand préau, etc., en briques, très institutionnalisées. Et on mettait en relation d'autres exemples sur la slide d'après. On a l'école, donc c'est plutôt un jardin d'enfants dit Katze, qui est à la frontière allemande, donc une école dessinée par Tommy Ungerer et Ayla Suzanne Yondel dans les années 2000, et l'école des plans à Cergy-Pontoise, donc dans une ville nouvelle par Renaudy dans les années 72. Et donc là, on montre bien en fait que la forme, en fait, une école, c'est la forme scolaire d'une école, enfin la forme scolaire architecturale, est très plastique finalement. On peut un peu tout faire, donc on peut sortir aussi des codes, on peut innover, on peut interroger vraiment le modèle du bâti, et on n'est pas obligé de suivre ce qui s'est passé soit dans les années du 19e siècle, soit dans les années 30, soit dans les années 80. Ensuite, un des chapitres qui était très intéressant, la salle de classe évidemment, avec l'école de Suresnes en premier exemple. Donc c'est un exemple qui date, mais c'est très important, je pense, de le partager au public, puisque encore aujourd'hui, quand des Suisses, des architectes suisses veulent dessiner une école, souvent cette référence vient très rapidement. Et donc, cette école est dessinée, peut-être vous l'avez déjà visitée, mais c'est 8 pavillons dans un grand jardin. On est dans la période sanitaire des années 30, années 35. Donc là, c'est Henri Sellier qui est le maire de Suresnes, mais aussi le ministre de la Santé qui va s'entourer de 2 architectes, Baudouin et Lotz, pour créer cette école. Donc c'est 8 pavillons, et les façades de ces 8 pavillons peuvent complètement s'ouvrir. Et donc ça pose la question, même si c'est un exemple des années 30, ça pose la question de l'accès à la nature, l'accès aux températures, l'accès à l'extérieur, dont parlait Laurent tout à l'heure. Le mobilier peut se déplacer, etc. Donc oui, certes, c'est un exemple des années 30, mais qui a peut-être des choses encore à nous enseigner pour demain. Là aussi, c'est un exemple qui est assez intéressant, c'est sur la forme de la classe. Donc là, c'est Patrick Bouchin qui dessine, qui gagne ce concours donc dans les années 2007. C'est l'école foraine de Aubois dans les Landes, donc l'agence Construire. Et là, les salles de classe sont composées enfin, les pavillons sont composés de 2 salles de classe avec une forme de pentagone, avec les sanitaires. Chaque salle de classe a son sanitaire et ses vestiaires en fond de classe, partagés, connectés à travers un petit atelier. Et donc là aussi, il y a la volonté de multiplier un peu le périmètre pour augmenter l'accès à la lumière naturelle, et puis un accès aussi toujours au jardin et à l'extérieur. Donc ça, c'est une référence qui nous a beaucoup inspiré pour dessiner notre pavillon, qui est la slide d'après. Le petit pavillon en terre crue dont je vous parlais dans le groupe scolaire Levaux. Donc là, on est à Paris. C'est notre première œuvre, on va dire, scolaire. Et donc, c'est un pavillon totalement circulaire avec, à l'intérieur, une salle de classe totalement circulaire avec un oculus au plafond pour amener la lumière. Et donc, c'est un pavillon circulaire, polyvalent. Et donc, il y a toutes ces portes et fenêtres qui s'ouvrent pour permettre l'accès, puisqu'il y a des cours de rempotage. C'est un bâtiment qui a été construit aussi en parallèle du programme Oasis lancé par la ville de Paris. Ensuite, on en parlait tout à l'heure, c'est les circulations, les couloirs. Là aussi, de nombreux exemples qui prouvent que le couloir n'est pas que le négatif de la salle de classe. Ce n'est pas qu'un espace servant où on déambule et on donne accès à différents espaces. La circulation peut être aussi un lieu de pédagogie. Donc là, 2 exemples. Un premier exemple en Allemagne, juste pour situer un peu l'histoire architecturale, avec un exemple de Hans Scharoun. Donc c'est la Scharoun-Schule Marl, donc construite en 1968. Et Hans Scharoun, ça va être un des premiers à rendre organiques les couloirs. On le voit un peu sur le plan à gauche. Les couloirs ne sont pas seulement rectilignes, c'est vraiment élargi pour que, d'un point de vue communautaire, puissent s'engager des pratiques à la sortie de classe entre les enseignants et les instituteurs. Et ensuite, un autre
Un autre projet, donc là on est à côté de Lille, l'école maternelle Anne Frank. Donc là c'est plus une réhabilitation. Donc le bâtiment avait été construit dans les années 60 en anneaux, un peu sur le modèle de Ring School de Richard Neutra. Là c'était vraiment un anneau qui a été réhabilité par l'agence DSA, donc Damien Suroka Architecte, en 2024. Et donc là aussi on voit que une circulation de plein pied circulaire avec un jardin en son centre, du mobilier, ça peut générer aussi des espaces. Donc là, c'est une école maternelle, mais ça peut aussi générer des espaces qui sont un peu plus sympathiques que des couloirs de déambulation. Ensuite, la question de la matière, de quoi est faite l'école idéale. Donc là, avec un exemple, le groupe scolaire Thomas Pesquet, donc en région parisienne, à Villepreux, un beau projet de Paul-Emmanuel Loiret en terre crue. Donc ce sont des briques de terre crue. Paul-Emmanuel Loiret est à l'origine de Cycleterre, qui est une filière de production des terres qui sont excavées du métro du Grand Paris pour ensuite être produite en briques de terre crue, donc ce qu'on appelle BTC. Et donc la façade et certains murs de salle de classe sont construites en terre issue donc du métro du Grand Paris. Ensuite, la question du préau, avec là aussi un très bel exemple de réhabilitation thermique d'une école des années 90. Donc là, un patrimoine assez récent, on va dire. Patrimoine des années 90 qui a été réhabilité pour des questions de performance thermique. Et donc là, les architectes Croix-Marie Bourdon ont ajouté une galerie tout autour, un petit préau pour casser les rayons du soleil pénétrant dans les salles de classe. Et donc, on voit bien que en fait, cette architecture, qui est un peu une architecture tropicale, on va dire, du Sud, pour se prémunir du changement climatique, et ben, en fait, ça génère de nouveaux espaces intérieurs, extérieurs, de nouveaux espaces aussi pédagogiques. Là, on le voit avec du mobilier scolaire, mais aussi des espaces un peu tampons entre le quartier, la cour de récréation et l'école, donc des nouveaux usages, et tout ça dans le cadre. Ce qui est intéressant, c'est que c'est dans le cadre d'une réhabilitation thermique où forcément, on ne s'intéresse pas forcément à la question de l'usage, mais plutôt à la performance technique. Et donc là, on se dit qu'en fait, c'est la bonne attitude à avoir, puisque plusieurs millions d'euros sont débloqués pour réparer les bâtiments, mais quand on peut, en utilisant ces enveloppes à bon escient, produire des situations d'usage aussi qui peuvent être intéressantes pour les utilisateurs. Ensuite, la cour de récréation, avec là un exemple américain qu'on trouvait très intéressant. C'est la PS, donc Public School. Donc les écoles aux États-Unis, les Public Schools ont des numéros. Donc là, c'est la PS 216. Donc qui est à New York, et donc qui a végétalisé son parking, qui a créé un potager. Et donc la salle de classe qui est associée à ce potager, c'est une serre avec une cuisine. Et donc on apprend aux élèves déjà à planter des semis, à les récolter, à les couper, à les cuisiner. Et en fait, ce qu'on aime bien donc, dans cet exemple, c'est que la pédagogie ne se situe pas forcément dans la salle de classe, elle peut se dérouler dans des espaces extérieurs, dans des serres ou dans des espaces qui sont vraiment atypique. Et enfin, je finirai mon propos sur l'école dehors, on en a un peu parlé. L'école dehors, ça nous intéresse vivement, on essaie d'étudier ce sujet-là, puisqu'il n'y a pas forcément d'architectes derrière ces écoles dehors, puisque c'est souvent des associations, ça vient souvent du bas. Et donc l'idée, c'est de voir un peu ce que pourrait se passer si des architectes s'intéressaient à cette dynamique, notamment en France, qui a un peu de retard sur ses voisins européens. À l'époque du Covid, il y avait 135, 150 initiatives liées à l'école dehors, il y en a beaucoup plus. Et là, c'est la question de l'école dehors dans une métropole comme Paris, avec cette initiative au Square des Denettes, donc motivée par Alexandre Ribaud, qui enseigne un peu, qui apprend aux élèves et à leurs enseignants à passer du temps dehors. Donc là, on est dans un square parisien. Mais aussi, là aussi, le square, l'espace extérieur devient salle de classe. Et l'on voit sur la photo de droite, vraiment, en fait, on est très éloigné de la salle Jules Ferry avec le premier rang, le dernier rang, le tableau. Quand on se met dans une situation naturelle, on va dire, ou dans une situation extérieure. Et donc, nous, on étudie un peu aussi cette question-là de l'école dehors et de voir un peu ce qui se passe si des architectes s'y intéressent pour créer des sortes d'équipements partagés entre différentes écoles qui pourraient permettre l'autonomie de groupes d'élèves, une journée ou plusieurs jours par semaine, dans des lieux, dans des espaces naturels. Voilà. Merci beaucoup.
Merci Vendry, merci Laurent, merci à vous deux pour vos présentations très, très intéressantes, très inspirantes, avec du coup beaucoup d'exemples, des références à des travaux du coup universitaires, à des références physiques avec l'entropie, Étienne Klein, etc. J'ai adoré. On a pris un tout petit peu de retard, mais j'ai absolument pas réussi à vous couper. C'était très intéressant. On voit que on aurait pu prendre largement 2 heures pour un webinaire sur ce sujet. Merci beaucoup. On va passer bientôt à la phase de questions-réponses. Il y a déjà eu pas mal de réactions dans le chat. N'hésitez pas à poser encore des questions, mais on va vous proposer, si vous voulez, de poser votre question aussi à l'oral directement. Donc, juste avant ça, je voulais vous présenter 3 retours d'expérience parce que du coup, avec le programme EduRénov, on documente beaucoup de réalisations de rénovation via notamment, du coup, Laurent, vous en parliez tout à l'heure, on fait des books qu'on appelle des panoramas de cas d'école. Donc, c'est des fiches de retour d'expérience de projets réalisés. On en a presque 150 maintenant. Et voilà, je voulais juste vous en montrer 3 pour vous montrer du coup des projets réalisés aussi qui ont été financés et documentés par la Banque des Territoires. Donc ici, on est dans le nord, à Varluy. Donc c'est un bâtiment qui date de 1879 et qui a été voilà, rénové en atteignant du coup une classe énergétique A avec une extension juste à côté d'un bâtiment plus ancien de 1800. 79 et qui montre du coup comment on peut faire aussi du neuf à côté de l'ancien et comment ça peut bien dialoguer l'un avec l'autre. On vous donnera le lien du document, je rentre pas plus dans le détail, vous pourrez voir un peu du coup le témoignage de l'élu, le plan de financement, des chiffres clés et puis aussi une évaluation du projet suivant les différents éléments de la rénovation globale. Un autre exemple, à Rosny-sous-Bois, donc juste à côté de Paris, donc un bâtiment de 1963 qui là a été complètement rénové par l'extérieur avec de la paille et avec une attention particulière sur la ventilation, une ventilation naturelle avec des tours avant qui ont été créées pour faire un tirage thermique, qui est un bâtiment assez emblématique avec une démarche vraiment low-tech. Mais très poussée en termes de réduction des consommations d'énergie aussi. On arrive à moins 72% de consommation d'énergie pour ce bâtiment. Donc, gros effort de la ville de Rosny-sous-Bois. Et un autre exemple d'un bâtiment encore un peu plus récent, de 1987, à Saucé-les-Pins. Donc là, on est dans le sud de la France, dans le Var, et dans les Bouches-du-Rhône, pardon. Et donc là, on a aussi un bâtiment un peu plus récent, mais qui a nécessité quand même une isolation complète par l'extérieur, un accompagnement du CAUE aussi, des Bouches-du-Rhône, pour repenser la cour d'école avec, on voit ici, en jouant sur la déclinité du terrain, voilà, des éléments qui ont été apportés avec un toboggan, un petit mur d'escalade pour voilà, allier à la rénovation énergétique du bâtiment aussi une rénovation globale des abords et de la cour extérieure. Je rentre pas plus dans le détail, je vous propose qu'on a pris un tout petit peu de retard, mais qu'on prenne quand même le temps de questions-réponses. Donc il y a pas mal de questions dans le chat. Peut-être que vous avez déjà réussi à répondre un petit peu les différents intervenants aux questions qui ont été posées, mais je propose à ceux qui veulent prendre la parole de lever la main. Donc, il y a un bouton au milieu de votre écran, normalement en haut, lever la main. Donc, si vous voulez poser une question, n'hésitez pas. Donc, voilà, une main levée de Caroline Bouteloup. Je vous en prie. Oui, bonjour, merci beaucoup Maxime et merci aux intervenants pour ces présentations passionnantes et rafraîchissantes, je trouve, de remettre en perspective un sujet technique voilà, dans une perspective plus historique et architecturale. Et je me posais la question de la connaissance qu'on a des typologies constructives plutôt sur les collèges et les lycées. J'ai l'impression que c'est un sujet qui est bien documenté sur les écoles, notamment avec la frise qui a été présentée. Et puis il y a pas mal de thèses qui donnent des typologies très caractéristiques d'écoles par époque. Et c'est très utile après pour pouvoir extrapoler beaucoup de choses, notamment les travaux qu'on peut faire en rénovation, etc. Est-ce qu'il y a voilà, des choses équivalentes sur les collèges et les lycées? Comme il y a pas mal d'architectes autour de la table, j'en profite. Laurent, je crois que vous aviez des éléments dessus, Ouais. peut-être. Moi, je vais répondre à cette question. Donc, en fait, ce qui est très compliqué,
c'est que vous voyez que après la loi Abi et l'industrialisation, on va dire, des collèges, après la prise de responsabilité par les collectivités, par les collèges, parfois ce qui est très compliqué aujourd'hui de retrouver, c'est la continuité du plan, la continuité de la structure documentaire qui va permettre de pouvoir, un, situer comment est le bâtiment, deux, être en capacité aujourd'hui de pouvoir avoir un plan assez fiable des transformations qu'il a pu subir les 20-30 dernières années. Ce qui fait que, c'est ce que j'expliquais dans le chat, avec des collègues aujourd'hui, on est en train justement de faire, nous, une cartographie à l'aide d'outils issus de l'intelligence artificielle pour cartographier tous les établissements scolaires, puisque par le biais de l'open data education.gouv.fr, vous avez l'intégralité, je parle des établissements publics, hein, de la crèche jusqu'au lycée, vous avez leurs coordonnées GPS, leur adresse et leur adresse exacte. Donc opendata.education.gouv.fr vous permet d'avoir l'annuaire des établissements scolaires français. À partir de l'annuaire, donc c'est 62 532 établissements scolaires. À partir de ces annuaires de 62 532 établissements scolaires, et ben nous, ce qu'on est en train de réaliser, c'est de faire une cartographie par le biais d'outils d'IA. On peut connaître la forme de l'établissement scolaire, les points d'intérêt qu'il y a autour, la proximité avec des zones de pollution, etc., etc. On a identifié à peu près 500 variables sur lesquelles notre base de données, on l'alimente, soit par nos visites, soit par nos rencontres, soit par nos travaux avec les collectivités. On le partage avec les collectivités, puisque la chaire de recherche est une chaire privée-publique, avec des financements privés, mais dans une problématique de recherche publique, donc mise à disposition. Ce travail, on ne sait pas du tout quand on le terminera. Plus de 62 000 bahuts, c'est tendu. Ça ne se reconnaît pas aussi facilement que ça. Les formes ne sont pas forcément... Mais on commence, nous, à avoir quand même, au-delà des typologies, on commence à avoir des brides de travail et de réflexion pour des possibilités de rénovation. Et c'est dans ce sens-là que certaines collectivités, je pense par exemple au Val d'Oise, je pense par exemple au Grand Lyon, etc., nous ont contactés, nous, pour limite, en fait, travailler en avance de phase avec les cabinets d'archi, avec les cahiers des charges, pour qu'on travaille autrement et qu'on s'associe dans ce titre-là à l'alliance territoriale. Alors, je n'ai pas apporté de réponse, j'ai juste dit, c'est en cours. Mais Non, mais très intéressant. Merci. Je me permettrai peut-être de vous recontacter il pour n'y a pas de souci. en discuter plus précisément. Merci beaucoup. Merci Caroline pour cette question. Nous avons une autre question de Bernard Mignon-Rousseau. Je vous invite à activer votre micro. Excusez-moi. Voilà, vous m'entendez? Bonjour à On vous entend bonjour à très tous. bien. Merci pour ce webinaire. Oui, j'ai posé aussi ma question par écrit dans le chat, là. Je vois pas de référence, enfin, j'ai pas entendu de référence, excusez-moi, j'ai peut-être pas été assez attentif, aux questions d'accessibilité. Et nous, à Buc, une commune de 6 000 habitants qui touche Versailles, nous avons déjà fait 4 rénovations thermiques d'écoles, et à chaque fois, on regarde cette question d'accessibilité tout public d'enfants. Ça, c'est un point qui nous paraît très important. On vient aussi de livrer un gymnase réhabilité, et nous avons aussi traité la question d'accessibilité. C'est un point qu'il ne faut surtout pas négliger. Et puis, je reviens sur le confort d'été, puisque là, on a vu des exemples intéressants sur ce point, et c'est vraiment un sujet qui est préoccupant. On n'a pas toujours, quand on fait de la réhabilitation, les structures de bâtiments nécessaires pour traiter correctement cette question. Et puis, je rebondissais sur la question de Madame Bouteloup, qui demandait s'il n'y avait pas des exemples de collèges. J'ai vu que vous avez fait référence dans les exposés à l'école de Villepreux, Thomas Pesquet. Je crois me souvenir que cette école est aussi un collège. Je crois qu'il y a eu 2 opérations conjointes, collège-école, avec l'utilisation de la terre crue, ce qui peut être aussi un exemple intéressant pour Madame Bouteloup. Voilà, j'en ai terminé. Merci beaucoup à vous. Merci. Merci. Donc sur l'accessibilité, est-ce que quelqu'un je peux te dire qu'en fait on a fait je vais pas présenter au début, on a fait une charte de la rénovation du bâtiment scolaire avec le CMA, le CSTB, pour voilà, penser une rénovation globale, et on traite de l'accessibilité dedans, donc forcément, donc si on parle bien de la même chose, de la mise en accessibilité des locaux, c'est un point essentiel. Donc forcément, c'est à prendre en compte. On n'a pas fait un focus particulier dessus. Je ne sais pas si l'un de nos intervenants veut en dire quelque chose.
C'est Bah, dans moi, le je veux bien. document dont on a eu le lien, ça? Non, je pense pas. Moi, je veux bien réagir rapidement. En fait, c'est ce dont je parlais tout à l'heure sur la question de la rénovation globale et du diagnostic. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on travaille sur un bâtiment existant, il va y avoir un diagnostic amont qui va être réalisé. D'une part, un diagnostic architectural, mais aussi un diagnostic sur la question des structures, comment le bâtiment est composé, et puis la question de l'accessibilité, bien entendu, va être prise en compte. Donc, à partir du moment où on a un état des lieux qui est précis et qui est fait avec attention, eh bien, ça va faire émerger les différents sujets qui vont devoir être traités dans la question de cette rénovation. Donc, l'accessibilité en fait évidemment partie. D'accord, merci beaucoup. Merci. Alors, on a encore 2 questions. On va les prendre. On a un petit peu dépassé l'horaire déjà prévu. Si ça vous va, je propose de poser des questions assez courtes pour pouvoir y répondre. Et après, on fera un mail de toute façon post-webinaire avec tous les liens et avec le contact des intervenants aussi. Si jamais vous voulez recontacter les personnes de manière plus précise, vous pourrez le faire. Christophe Bartholénis, je vous passe la parole. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, ça va. Simplement, j'avais posé la question en disant est-ce que la question de gestion des écoles, des bâtiments éducatifs, peut-elle être encore en 2026 pensée comme un patrimoine figé sur le temps long? Parce que nous vivons aujourd'hui une période d'accélération fulgurante et de changement de modèle. Donc, en moins de 10 ans, on va avoir notre environnement qui va évoluer très significativement, un monde qui ne permet plus de continuer des solutions qui approvisionnent les villes avec des quantités d'énergie, de matériaux pour pouvoir faire des objets neufs, comme on le faisait jusqu'à présent. C'est pour ça que Sabine Barl a obtenu le Grand Prix de l'urbanisme cette année sur les questions de métabolisme urbain. Et quelque part, est-ce qu'il ne faut pas aussi qu'on regarde bien ce qui est en train de se passer à l'international? L'UNESCO a approuvé maintenant depuis 3 ans une stratégie d'école verte qui vise à positionner les écoles comme des environnements d'apprentissage, des sortes de machines apprenantes. Et donc, quelque part, il faut s'interroger sur la place de la communauté éducative, des jeunes, dans la transformation de l'école. Ce n'est pas un objet technique, c'est un objet apprenant. Et donc, la communauté éducative, et je dirais même plus, le quartier et le village qui l'entoure, fait partie de la transformation de l'école, parce que c'est un écosystème vivant. Et une bonne partie de la solution pour rénover les écoles, c'est de justement mobiliser cette communauté. On ne va pas pouvoir rénover des écoles à neuf dans le nombre d'écoles qu'il faut rénover, transformer, adapter à des nouveaux usages éducatifs, le faire sans consulter les gens et surtout sans le faire avec les gens, parce que les gens peuvent apprendre en faisant. En particulier les jeunes, nous allons avoir une inversion de la pyramide des âges. On aura beaucoup de postes qui sont essentiels demain qui ne seront pas pourvus. Un départ d'expérience de personnes qui avaient l'expérience passée et de nouvelles expériences qui ne seront pas pourvues. Donc, il faut préparer aujourd'hui et quoi de mieux que de mobiliser les jeunes pour leur apprendre ces nouvelles compétences. Donc, l'UNESCO l'a décidé à l'unanimité quasiment des États membres de l'UNESCO d'engager 50% des écoles dans le modèle d'école verte. Et PISA vient de le présenter lors de la dernière COP en disant qu'on n'allait plus évaluer le système éducatif sur les compétences individuelles apprises à des jeunes, mais sur les compétences de groupe, c'est-à-dire la capacité à mettre en œuvre des compétences. Ça, je suis désolé, dans un on groupe. est sur la fin Pardon. du webinaire, ça lance trop de Non, sujets. non, mais C'est je intéressant, ne mais lance pas de est-ce qu'il y a une sujet, mais question je voulais le précise? poser Ouais. parce que c'est une question précise, Maxime. C'est une question précise sur le fait qu'on peut regarder l'histoire des bâtiments éducatifs. Et si on regarde l'histoire, j'ai cité le modèle de l'école Charles Bulls à Bruxelles, qui était l'école modèle. Ça a lancé une rénovation de toutes les écoles à la révolution industrielle dans toute l'Europe. Oui. Aujourd'hui, on est à un moment de ce type-là. Donc, je pense qu'il faut aussi ouvrir sur ce qui va venir. Et vraiment, la communauté, c'est quelque chose de très important dans le nouveau modèle des écoles qui va émerger. Voilà, je voulais juste le souligner. Et par Merci. cette question, effectivement, Je pense ça peut que- être approvisionné. Je pense que ça Approfondi parle ensuite. aussi cette notion, du coup, aussi en lien avec
l'assistance à maîtrise d'usage qu'on peut proposer aussi comme accompagnement en ingénierie, du coup, d'associer les publics, les usagers ou les usagers élargis au bâtiment dans un processus de rénovation. C'est plus que ça, Maxime. C'est véritablement mettre la communauté au cœur du projet d'adaptation de l'école. C'est-à-dire la mettre véritablement en programmation et même en expérimentation de solutions dans l'école. Donc, c'est une inversion de l'approche technique qui vient de haut en bas pour aller de bas en haut vers la transformation du lieu d'apprentissage. Merci. Une réaction? Voilà, ça vaut le coup de détailler cette question ultérieurement. Moi, je veux bien réagir rapidement. En fait, c'est la question de la concertation. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a un diagnostic qui est établi, le sujet, c'est de travailler aussi en lien avec les usagers, ceux qui utilisent et vivent le bâtiment. Et dans ceux qui utilisent et vivent le bâtiment, ça ne s'arrête pas uniquement au personnel enseignant et aux élèves, mais ça peut aussi s'élargir aux parents et puis au quartier, enfin voilà, aux habitants du quartier. J'ai en tête plusieurs projets où la concertation a été mise en place en termes d'expérimentation. Il y a l'école, le groupe scolaire de Gomeny qui a été réalisé par Amélie Fontaine. Il y a un des prix de EduRénov là, qui a été, j'ai oublié, le groupe scolaire de Briey, je crois, à côté de Lyon, où là aussi la concertation a joué, où ils ont été aussi jusqu'à redéfinir l'espace public devant l'école. Et en fait, c'est bien en prenant en compte les besoins des habitants du quartier et des utilisateurs qu'on va réussir aussi à faire évoluer le projet en amont de la conception. C'est-à-dire que quels sont les besoins, bien définir les besoins en amont, c'est essentiel. Et je pense que ça répond un peu à ce que vous cherchez dans cette question. Merci. On va prendre la dernière question de Xavier Lavergne avant de conclure le webinaire. Merci. Xavier, vous pouvez activer votre micro. Oui, bonjour. Alors, merci pour les présentations. Très rapidement, moi, j'avais juste une question parce que en début de présentation, Madame Pofichet a expliqué qu'on parlait de durée quand on faisait un bâtiment, on réfléchissait à plus de 10 ans. Et ensuite, en écoutant Monsieur Janin, on entend que on peut pas se projeter à plus de 10 ans. Donc en fait, comment résoudre cette quadrature du cercle? Est-ce que une des solutions, et ça m'adresse plutôt à des architectes, est-ce que ce serait de créer des écoles modulaires, en fait, qui pourraient s'adapter en fait au fil du temps? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est techniquement faisable? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est envisageable? Je vais prendre la parole et je vais essayer de répondre. Alors, c'est vrai que la question du modulaire, elle a été posée à de nombreuses reprises dans l'histoire architecturale et elle s'est souvent soldée par des échecs. C'est-à-dire que ce qui est modulaire, en fait, l'architecture, c'est fixe, c'est figé, ça répond à un besoin à l'instant T, on construit et puis après, dans 20 ans, 30 ans, on rénove. Mais l'image du projet d'architecture qui est proliférant, et qui va s'étendre en fonction des besoins ou changer en fonction des besoins. On l'a imaginé dans les années 70, Pompidou, l'œuvre de tous les architectes modernes des années 70, c'est ça. Ça a un nom, l'architecture proliférante aussi. Il y a l'université de Lyon aussi, de René Dautelonde, où c'était vraiment cette ambition-là d'avoir une architecture qui accompagne le temps. Et en fait, on s'aperçoit que ça n'existe absolument pas. L'architecture, c'est, encore une fois, c'est des objets fixes dans le temps qui peuvent s'adapter à des séquences tous les 20 ans, 30 ans. Mais voilà, à l'échelle de l'architecture, elle est temps long. Donc, je suis un peu sceptique sur ce que pourrait apporter comme réponse l'architecture sur cette problématique. Après, on peut anticiper les réparations, mais sur le temps long. Moi, je peux juste réagir parce qu'effectivement, j'ai bien noté qu'on n'avait pas tout à fait dit la même chose. Mais je pense qu'on l'a pas. En fait, on l'a évoqué sur deux perspectives différentes. Et c'est ça qu'il faut bien clarifier, c'est-à-dire que effectivement, quand j'évoquais la question de la durabilité de la rénovation,
C'est une question. En fait, c'est parce qu'à partir du moment où on intervient sur un bâtiment, où on investit de la matière grise et de la matière, et donc de l'argent, et de l'argent public notamment, le sujet, c'est de le penser de manière durable. Donc, effectivement, aujourd'hui, on est dans un contexte où tout change, tout bouge, on a des besoins qui sont différents, on a le changement climatique qui nous bouscule, etc. Mais finalement, l'adéquation entre tous ces contextes et toutes ces perspectives, on est obligé de le prendre en compte. Et donc, la question est pas enfin, la réponse en tout cas n'est pas forcément la modularité, mais il y a la question de la réversibilité, de penser un bâtiment qui peut évoluer, qui peut recevoir différents usages. On peut aussi se dire que les bâtiments qu'on construit pour d'autres fonctions aujourd'hui puissent être aussi transformés en école plus tard. En fait, il y a tout ce jeu-là qui est important. Et effectivement, l'école dans 10 ans sera peut-être différente, mais les bâtiments qu'on est en train de travailler aujourd'hui, on se doit de les penser de manière, enfin quand même à long terme. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'amuser avec le contexte dans lequel on vit, à revenir, à démolir, à reconstruire en permanence. Il faut absolument qu'on ancre ces bâtiments dans une perspective plus longue, mais qui ne sera pas forcément toujours liée à l'école. Voilà. Je ne sais pas si c'est plus clair. Je me permets juste, Yolène, de rajouter un truc. Surtout que c'est un enjeu politique fort. C'est-à-dire que la collectivité, lors d'un mandat ou lors d'une élection qui aura mal prévu la transformation, mal organisée, ça devient aussi des critères pour les réélections, pour les élections et pour les mandats. Mais je reviens, l'AP-HP en 2019 avait sorti un ouvrage sur comment penser l'hôpital de demain. Là aussi, c'est intéressant. L'hôpital de demain, c'est comme nous, quand vous allez avoir des transformations sur des modalités d'opérations chirurgicales, ça va changer l'intégralité du plateau technique. Et donc, ce qu'ils avaient pensé, et ce que moi j'essaie d'appliquer, c'est qu'aucun élément actif dans les cloisons. Alors, quand vous regardez ces éléments-là, aucun élément actif, hein, donc pas de courant faible, pas de courant fort, rien dans les cloisons pour pouvoir avoir de la modularité sur un temps court. C'est-à-dire que transformer un plateau et penser cette problématique dans une transformation de plateau. Ce qui est intéressant, c'est que quand vous mettez en perspective ce que je viens de vous dire, juste ce point-là micro de détail, et que vous le prenez sur les constructions qui sont en train de se faire avec les constructeurs, moi j'ai la chance, au travers de la chaire, de pouvoir avoir certains, on va dire, constructeurs et bétonneurs français. En fait, l'usine du futur, l'usine de demain, elle est pensée pareil, hein. Aucun élément actif, dans les cloisons, pensée par plateau, pensée modularité, pensée rétro-ingénierie, pensée... et pourquoi pas, à un moment donné, on sent bien, et je suis complètement d'accord avec Vendry, tous les essais de modularité n'ont jamais marché. Et je mettrai ma main au feu parmi tous ceux qui sont ici présents, qui ont un jour ont demandé d'avoir des cloisons mobiles entre deux salles de classe. Je fais le pari que ces cloisons mobiles sont au bout du compte jamais mobiles. Cette modularité dans l'image n'est pas du tout, à mon avis, ce qu'il faut travailler. Et là, moi, ça m'intéresserait de pouvoir avoir les regards des archis et des praticiens pour se dire, stop, on met à plat. Quand on regarde l'hôpital de demain, quand on regarde l'entreprise de demain, quand on regarde même les centres commerciaux et la structuration des centres commerciaux, il n'y a plus d'éléments actifs dans les cloisons. Vous avez plus d'eau, plus d'électricité, plus de réseaux qui passent. C'est soit en façade, soit sur les plafonds, soit sur les sols. Pour ensuite envisager des modularités. Et peut-être que c'est une réponse, mais cette fois-ci qui est entre le technique, le pédagogique, les usages et la structuration. Je me tais. Alors merci parce que vous avez vraiment synthétisé ce que je voulais dire. En fait, je pensais de modularité plus en intérieur et justement pour éviter à avoir à détruire en fait à chaque fois que on abat une cloison ou un mur ou un toit. Je ne pensais pas évidemment à faire grandir ni rétrécir le bâti, hein. Ça c'était une évidence. Pas sur le gros œuvre, mais c'était surtout sur les détails en fait intérieurs qui pouvaient être modulables. Voilà. Merci en tout cas pour vos réponses.
Merci à vous. C'est une bonne dernière question parce que ça a amené pas mal de réponses aussi, de réflexions et on n'a pas fini de travailler sur le sujet. J'ai trois diapos juste pour conclure. Ça va aller très vite pour vous donner des informations que, donc là, on est sur le premier webinaire de notre nouveau cycle de webinaires. Donc, il y en a 12 qui sont prévus sur le premier semestre 2026. Aujourd'hui, c'était vers l'école idéale. Le 23 janvier, donc dans 2 semaines tout pile, on se retrouve sur un webinaire de bienvenue dans le programme EduRénov. Donc c'est plutôt sur une présentation plus dans le détail de tout ce que EduRénov propose et a réalisé comme guide, comme étude, etc. Donc si vous êtes une collectivité qui vous êtes intéressé par ça, n'hésitez pas. Le 6 février, on parlera plutôt des QPV, quartier politique de la ville. Le 20 février, ce sera sur les subventions. Est-ce que vous avez pensé à l'Europe? Et j'en profite pour faire un zoom sur le webinaire qui aura lieu le 30 avril, qui parlera de l'école d'hier et d'aujourd'hui, et qui sera un peu un temps 2 du webinaire d'aujourd'hui, parce qu'on du coup, on va reparler des écoles et de comment rénover les écoles avec une approche par typologie. Et on lance, donc c'est un peu une exclue que je vous donne, on lance un travail actuellement avec Vendry Marché de l'atelier SNVU et le bureau d'études de Pouget Consultant pour avoir une réflexion sur les typologies architecturales plutôt des écoles du premier cycle et avoir une réflexion sur les préconisations de travaux énergétiques qu'on peut réaliser en fonction de la typologie architecturale. Donc on pourra en parler si vous êtes intéressé par ces sujets-là, de nouveau le 30 avril avec des éléments un peu plus poussés. On ne sait pas si ce sera encore abouti à ce moment-là, mais on aura certainement des choses intéressantes à vous montrer le 30 avril pour un autre webinaire. Autre information aussi un peu en exclu, on fait un événement le 29 janvier qui a lieu au Hub des territoires, mais également en vidéo, qui va parler des bâtiments sportifs. Donc actuellement, EduRénov accompagne uniquement les bâtiments scolaires éducatifs, mais bientôt, on va aussi pouvoir accompagner les bâtiments sportifs, les gymnases, les piscines, les autres bâtiments sportifs. Donc, on en parlera plus le 29 janvier. Ce sera avec la présence de la présidente du CNOSOF, Madame Amélie Oueda-Castera. Donc, si ça vous intéresse, ce type de bâtiment, n'hésitez pas à venir en présentiel ou à vous y inscrire. Autre information, si vous êtes une collectivité que vous recherchez des informations, on peut vous les donner, mais n'hésitez pas aussi à contacter vos contacts régionaux. Donc, dans chaque région, il existe une direction régionale de la Banque des Territoires qui peut vous accompagner, notamment sur les questions de financement. Donc, vous retrouverez sur le site de la Banque des Territoires les bons contacts. Et si vous êtes une collectivité avec un projet de rénovation de bâtiments scolaires, que vous êtes ici, c'est que vous êtes déjà certainement dans le programme EduRénov. Si ce n'est pas le cas, pour rejoindre EduRénov, c'est très simple. Il y a un questionnaire en ligne qui dure 10 minutes. C'est gratuit et non engageant. Et ensuite, vous pouvez bénéficier de nos accompagnements, des événements qu'on propose, de l'ingénierie et plus facilement du financement. Donc, n'hésitez pas à remplir ce questionnaire si vous n'êtes pas encore dans le programme. Et je conclurai là-dessus. On a pris un tout petit peu de retard, veuillez nous en excuser, mais parce que du coup, les propos étaient vraiment très, très riches et très intéressants. Donc, un grand merci à nos 3 intervenants pour des propos, je pense, de qualité et très complémentaires. Et merci pour votre attention. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et à bientôt pour un autre événement. Merci. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir. Merci. Merci. Au revoir, merci. Au revoir, merci.